Hoffman, bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce Leader Talk pour Swiss Leaders. Vous avez de nombreuses casquettes. Vous êtes entre autres membre du conseil d'administration du Forum économique mondial de Davos. Vous avez été longuement vice-président du VVF et vous êtes évidemment membre du conseil d'administration du groupe Roche. C'est plus particulièrement sous cette dernière casquette que j'aimerais aborder avec vous notre première question, à savoir comment le groupe Roche a évolué ces dernières années au niveau de sa gouvernance et au niveau de son conseil d'administration, plus particulièrement dans l'influence qu'il prend d'un point de vue durabilité. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. On va peut-être commencer par donner quelques informations sur ce qu'est le groupe Roche. Le groupe Roche a été créé par mon arrière-grand-père. C'est une entreprise familiale, toujours encore, bien qu'elle soit cotée en bourse, en main familiale. Et donc, déjà, cette introduction vous donne une idée de l'importance de la durabilité pour la famille. Une des caractéristiques pour moi du modèle de gouvernance que nous avons chez Roche, c'est ce côté triangulaire. Au niveau décisionnel, il y a un conseil d'administration, que j'admire d'ailleurs, composé de gens influents de Suisse et d'ailleurs au niveau scientifique et dans le monde des affaires. Il y a le management, représenté par le CEO au conseil d'administration, et il y a le propriétaire. Et les trois ensemble peuvent faire des décisions qui sont, à mon avis, un bon mélange de court terme et de long terme. Donc du pragmatisme, mais aussi de la responsabilité sur le long terme. Alors, j'ai été élu comme représentant de la famille au conseil d'administration il y a maintenant 26 ans. J'y passe une bonne partie de mon temps, mais pas tout. Je ne suis pas un exécutif, je suis un non-exécutif. Et cela permet de définir le rôle que ce conseil d'administration a eu sur le long terme. Nous sommes le dépositaire de la vision sur la durée, alors que l'entreprise elle-même s'efforce de satisfaire à cette mission. Et donc, en termes de durabilité, on peut dire que c'est quelque chose qui est vécu dès le départ de la création du groupe. Mais vous, plus particulièrement, vous vous engagez aussi dans d'autres activités, dans la durabilité. Quelles sont celles-ci, par exemple le VVF, vous avez fait très longtemps. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur votre sensibilité aussi forte pour la durabilité ? Alors, les deux concepts de durabilité et le VVF, la nature, sont deux concepts qui, dans ma vie, ont été très fortement liés. Mon père était un des fondateurs du VVF international et lui était un zoologue. Sa passion, c'était les animaux. Donc, le VVF a été créé sur la base de sauver les espèces et les milieux. Donc, exemple le tigre, exemple l'Amazone, enfin, des choses comme ça. Maintenant, je pense que mon contact avec l'entreprise à un niveau assez jeune m'a permis de développer une vision de la planète qui montre très clairement que la nature, c'est pas quelque chose qu'on met sur le côté, c'est quelque chose dont on a besoin. C'est quelque chose qui fait partie intégrante du territoire dans lequel on fonctionne. Et donc pour moi, ce mouvement qui s'extrait du côté un petit peu silo de nature comme ça et entreprise comme ça, c'est quelque chose qui, au fil des années, j'aimerais bien essayer de réunir. Dans notre activité professionnelle, notre activité d'entreprise, nous avons un impact sur la nature et cette nature doit être considérée comme un atout pour l'entreprise plutôt que comme quelque chose que l'on peut exploiter et corvéer à merci. Donc un modèle qui partirait d'une industrie extractive et polluante pour aller vers une industrie régénératrice. Ce qui veut dire une entreprise qui fait vraiment partie intrinsèquement de l'environnement, de la nature dans laquelle elle se trouve. Et ça veut aussi dire qu'elle est responsable des dommages qui sont causés à cette nature. Alors, pour nous, je pense que pour l'humanité, le but, depuis que je suis né, la population de la planète a plus que doublé. À la même période, on a perdu plus de la moitié des espèces de vertébrés. Alors, pour les invertébrés, pour les microbes, je ne sais pas, mais on a perdu, et ça c'est documenté, on a perdu plus de la moitié des espèces de vertébrés dans les 60 dernières années. Alors, pour la planète, notre but aujourd'hui, c'est de faire plus, parce que nous serons plus sur la planète, avec moins, parce que nous avons moins de nature à disposition. Et donc, le modèle doit être un modèle qui nous permettra d'aller vers cette prospérité durable dont nous avons tous besoin. Arriver à la prospérité durable, ça veut dire utiliser, et ça je crois que l'entreprise le comprend bien, utiliser tous les facteurs dont nous avons à disposition de la meilleure manière possible, dans un équilibre à long terme. Et ça veut dire que nous devons à chaque étape de notre processus de création de valeur respecter non seulement les flux financiers, mais aussi le capital naturel, la nature, le capital humain, l'individu, et le capital social, comment est-ce que nous travaillons ensemble.
Alors quand vous demandez est-ce que l'entreprise a été responsable d'une destruction de la nature, oui, clairement. Les buts du millénaire tels que fixés par les Nations Unies nous ont permis d'atteindre un niveau de prospérité qui est le plus élevé qu'il n'a jamais été. L'humanité va en général plutôt mieux que ce qu'elle n'a jamais été. Nous avons des gens mieux éduqués, mieux nourris, en meilleure santé, avec des systèmes sociaux qui ont vécu une apogée il y a quelques années. Mais nous avons détruit la planète. Et c'est difficile de ne pas voir le changement climatique, les invasions répétées de pathogènes au niveau de la santé. Il y a beaucoup d'autres exemples que nous pouvons citer. La planète va mal, et si nous voulons que la planète aille mieux, il va falloir qu'on inverse ce processus de destruction vers un processus de construction. Et pour y arriver à ce processus de construction, nous allons devoir changer notre système de comptabilité. On ne peut plus se concentrer que seulement sur la maximisation du profit à court terme. Ce n'est pas suffisant. Les entreprises et les entrepreneurs doivent s'engager davantage et beaucoup plus rapidement. Vous les avez interpellés cette année au Forum économique mondial de Davos. Qu'est-ce que vous leur avez dit et demandé de faire exactement ? Alors, je pense que l'entreprise a un rôle extraordinairement important à jouer. Dans la gouvernance mondiale, nous avons plusieurs organisations, nous avons plusieurs groupes qui peuvent contribuer à cette prospérité durable à laquelle nous voulons avancer. Alors, nous avons les ONG. Pour changer le monde, il faut qu'elles satisfassent d'abord leurs membres. Et elles sont donc assez orientées vers des problèmes très spécifiques. Nous avons l'université, la science, jusqu'à présent pas très bonne à être vulgarisée, pas très bonne à vraiment influencer les décideurs, et la pandémie l'a très bien montré. Nous avons les grandes fondations. Là, je trouve que c'est un petit peu difficile de penser qu'une demi-douzaine d'individus peuvent vraiment influencer le futur de la planète. C'est pas très démocratique, c'est pas très ouvert. Les politiciens, en 4 ans. 4 ans, c'est très court pour vraiment imposer des grands changements. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste la population au sens large, dans son existence, et il nous reste l'entreprise. L'entreprise qui ne doit plus être gérée juste pour la maximisation du profit à court terme. Je n'ai pas besoin de répéter à ceux qui nous écoutent aujourd'hui que le prix Nobel d'économie 1976, Milton Friedman, avait théorisé la firme comme étant le moteur de création de valeur et la société le dépensait. Donc l'entreprise fait de l'argent et l'argent est redistribué par des impôts et des salaires à la société qui ensuite gère les conséquences de la création de la valeur à court terme. Et ça, à mon avis, c'est absurde, il faut intégrer tout ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Nations Unies, on parlait tout à l'heure des buts du millénaire, a redéfini tout cet appareil et a créé l'agenda 2030. Nous allons essayer de définir les buts du développement durable, les 17 buts qui nous amèneront à cette prospérité durable auquel nous aspirons. L'entreprise est le moteur qui permettra de faire ce genre de transformation à partir du moment où elle se concentre pas seulement sur les flux financiers, mais aussi sur le capital social, environnemental et humain. Et c'est donc ce que j'essaie de dire au forum, c'est d'essayer de motiver les gens qui sont clients, visiteurs, membres du forum, en leur demandant est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut continuer à créer de la valeur sans s'arrêter ? Nous sommes dans une planète finie, nous avons atteint la ligne planétaire dans une demi-douzaine de ressources rares, on ne peut pas y aller beaucoup plus loin. Donc essayons de mettre en place un système où nous allons pour chacune de nos actions mesurer les conséquences sur les capitaux que je viens de nommer. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes réceptives à ce projet parce qu'on voit bien les limites du système en ce moment. La pandémie que j'ai déjà citée, mais aussi les changements climatiques, les problèmes de l'eau, montrent clairement qu'ils ne pourront pas atteindre cette prospérité durable si nous ne tenons pas compte de ces 3 capitaux. Vous venez de le dire, il y a différents paramètres. Entre autres, il faut maîtriser les limites planétaires, mais beaucoup d'autres enjeux du dérèglement et du changement climatique. Est-ce que les conseils d'administration ne devraient pas suivre une formation ou un permis pour pouvoir faire partie des conseils d'administration ? Vous avez vu l'initiative que nous avons lancée avec B-Lab à Davos, avec l'aide de la Confédération. Nous sommes en train d'introduire un programme qui essaye d'encourager les conseils d'administration suisses, et pas seulement les grandes entreprises, mais les SME et les PME aussi, d'arriver à introduire cette notion de durabilité dans la planification des activités de ces entreprises. Et je le redis, l'audience est plus réceptive que ce qu'elle a été depuis longtemps, parce que ces problèmes sont de plus en plus matériels. Maintenant,
je m'aperçois bien qu'arriver à créer un système qui permet de mesurer le succès en sortant juste de l'exécution des chiffres ou de la... C'est pas facile, hein, ça va être un gros changement de paradigme. Mais voilà, on est... Je ne veux pas faire du catastrophisme, mais nous sommes dans la dernière ligne droite. 10 ans, 15 ans, si on veut éviter les 2 degrés de réchauffement, c'est vraiment tout ce qui nous reste, quoi. Et on a déjà vu à quel point le système était plutôt déréglé. Alors, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on est en train de répéter les erreurs du passé en se concentrant surtout sur les émissions de gaz à effet de serre. Ça ne suffit pas. Si on optimise n'importe quel système sur une variable, le système est déréglé. Un système complexe comme celui-là, on doit s'occuper de beaucoup de choses à la fois. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le rôle de la société et de l'humain. La nature seule ne suffira. On ne peut pas la protéger seule, c'est ce que j'essaie de dire. Ce que nous devons gérer maintenant, c'est l'interface humain-nature. Ça me permet de rebondir, puisqu'effectivement, durabilité veut dire social, économique, écologique, on a différents aspects. Le social est un aspect extrêmement important. Chez Roche, c'est le cas aussi, puisqu'il y a des initiatives à travers tous les pays chez vous pour décentraliser, pour que le pouvoir soit mieux réparti, ce qui permet d'accélérer les choses aussi. Quelle est votre position par rapport à cette évolution du groupe Roche ? Alors, pour moi, il y a 2 composantes là. Une composante importante, c'est notre but. Nous avons exprimé notre but comme étant d'aider le patient. En fait, la phrase, c'est faire aujourd'hui ce dont le patient a besoin bientôt, ou demain, je ne sais plus comment on la traduit ça en français. On ne peut faire ça qu'à partir du moment où on concentre nos forces vives sur le patient, c'est-à-dire sur le résultat, plutôt que sur les systèmes internes. Si un chercheur doit passer la moitié de son activité à rapporter plutôt qu'à aller vers la solution, c'est pas très efficace. Donc l'idée de donner à chacun un sens de responsabilité, c'est pour permettre à chaque individu, à l'intérieur de l'entreprise, sur les 100 000 employés que nous employons, d'ensemble de trouver une solution. Et la meilleure manière de donner à nos collaborateurs l'opportunité de contribuer au but de l'entreprise, c'est de leur donner la liberté de le faire. Alors évidemment, il faut qu'il y ait un cadre dans lequel tout le monde peut exprimer sa créativité. Mais étant dit ça, des décisions prises ailleurs sont rarement applicables aux situations locales. Donc l'idée de vraiment décentraliser, c'est d'arriver à trouver une manière de satisfaire les besoins des systèmes de santé locaux de la manière la plus efficace possible. De notre côté, l'histoire de la décentralisation, c'est une histoire très suisse. Le modèle de l'entreprise suisse a toujours été, pour les grandes entreprises, de s'expatrier, de s'exporter, de se mettre en jeu à l'étranger aussi rapidement que possible. Pour une entreprise comme Roche, notre chiffre d'affaires est de l'environ de 3% du chiffre total est en Suisse. Et il est hors de question que ce soit une entreprise qui n'applique que des méthodes suisses. Il faut bien sûr s'adapter à l'extérieur. Alors, quand j'étais à l'université, quand j'ai fait mon MBA, on m'a expliqué Think global, act local. Ça, c'est fini aujourd'hui, parce qu'on doit comprendre les réalités du marché, mais on applique les principes et les valeurs de l'entreprise au total. Le fait que nous soyons dans un environnement dans lequel nous avons dû décentraliser depuis le début, nous oblige à bien comprendre les systèmes locaux. Nous avons besoin d'agilité pour continuer à servir le patient. Le patient, c'est ce qui nous importe. Et dans un cadre plus large, qui ne soit pas seulement le cadre de Roche, j'essaye d'utiliser mon temps libre pour faire un plaidoyer actif pour une économie régénératrice. Nous devons sortir de l'économie extractive et polluante pour entrer dans une économie régénératrice. Et pour cela, nous allons avoir besoin de l'énergie, du talent et des ressources de toutes les personnes qui sont impliquées dans l'économie. Monsieur Hoffmann, un immense merci d'avoir accepté d'échanger avec nous autour de vos valeurs qui sont très précieuses pour les changements auxquels le monde, et surtout le monde de l'entreprise, doit se préparer dès maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir écouté et bonne chance à tous.